Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler principalement d'activités manufacturières et de l'argument qu'on entend pas mal en ce moment, comme quoi l'essentiel de l'économie se porte bien si on fait exception d'un secteur manufacturier qui est devenu aujourd'hui très minoritaire au sein des économies développées, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Japon par exemple. Alors le ralentissement qu'on constate en ce moment au niveau du secteur manufacturier est bien marqué. On peut parler sans problème de récession manufacturière sur l'Europe en ce moment. Vous voyez ici l'indice PMI qui est tombé largement en dessous de la barre des 50 depuis le début de l'année 2019. C'est le plus gros ralentissement depuis la période 2011-2012. Et si on parle de l'Allemagne, le moteur du secteur manufacturier européen, à ce moment-là, vous voyez qu'on a même un ralentissement qui commence à devenir même un petit peu plus marqué que celui de 2011-2012. Donc, très gros ralentissement sur le secteur manufacturier en Allemagne en ce moment. Au niveau des États-Unis, alors le PMI manufacturier est un petit peu moins atteint que, en tout cas, que la plupart des pays européens. Le ralentissement là-bas a commencé plus tard, mais commence aussi quand même à se manifester pas mal, puisque là aussi, on approche de la barre des 50 qui sépare expansion et contraction d'activité. Maintenant, si on regarde les services, la réalité est effectivement différente. Vous voyez ici le PMI service depuis 2007. Il y a un petit ralentissement qui est observable en Europe depuis le début de l'année 2018, mais il est peu marqué. Et pour l'instant, effectivement, on est complètement dans la fourchette de ce qui est observé pour l'indicateur depuis 5 ou 6 ans. Et on reste en Europe assez nettement au-dessus de la barre des 50 avec un PMI qui se situe aux alentours de 53. Donc, quand on voit ce graphique, on peut se dire que effectivement, la situation n'est pas très inquiétante pour le moment. L'argument comme quoi le secteur manufacturier est devenu très faible aujourd'hui dans nos économies, à première vue, effectivement, il est vrai. Vous voyez ici la part de l'activité manufacturière aux États-Unis dans la valeur ajoutée. On en est à 11,5% seulement. Et depuis pas mal de temps, cette part est très minoritaire. On était au début des années 2000 aux alentours de 15%, et les chiffres sont sensiblement les mêmes en Europe. Mais ça, pour moi, c'est un raisonnement qui s'arrête, je pense, à la surface des choses, pour deux raisons. Alors d'abord, la première raison, c'est que l'activité manufacturière constitue la base de tout le reste. Si on prend par exemple le secteur de l'automobile, alors effectivement on a la part manufacturière, c'est-à-dire la production de voitures, et ensuite on a toutes sortes de services qui vont graviter autour de cela. On a les concessionnaires qui vendent des voitures, des garages qui les réparent, on a des assurances, on a des sociétés de location de voitures, on a des taxis, on a des livreurs, des sociétés de livraison à domicile qui utilisent également des voitures. Donc tout ça, évidemment, ça va créer un volume d'activité économique largement supérieur à la seule fabrication de voitures. Mais tous ces services qui sont des activités non manufacturières ne pourraient jamais exister si au départ on n'avait pas la base, c'est-à-dire la société qui produit les voitures. Sur la santé, a priori une activité qui est complètement tournée vers les services, c'est exactement la même chose. La médecine moderne n'existerait pas s'il n'y avait pas des sociétés qui fabriquent des médicaments, qui fabriquent du matériel d'imagerie médicale, des équipements médicaux divers pour faire des opérations, pour faire des diagnostics, etc. Donc là aussi, à chaque fois, l'activité manufacturière est complètement à la base du reste. L'autre raison, c'est que dans le secteur des sociétés cotées en bourse, qui va plus nous intéresser en tant qu'investisseurs, là, la part de l'activité manufacturière est beaucoup plus importante que dans le reste de l'économie. Des activités de service peuvent souvent se faire à petite échelle. Un médecin va pouvoir être dans son cabinet, il n'aura pas besoin de se regrouper avec d'autres pour former une multinationale de médecins avec des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y aura pas d'économie d'échelle intéressante à ce niveau-là.
alors que pour les sociétés du secteur manufacturier, on a souvent elles ont souvent intérêt à se regrouper, à former de grosses sociétés qui vont être ensuite cotées en bourse et surreprésentées dans les indices boursiers. Vous voyez ici cette étude d'LPL Financial, donc le schéma qui dit que 2/3 des sociétés du SP500 relèvent du secteur manufacturier au niveau des bénéfices. Donc 2/3 des bénéfices du SP500 sont réalisés par le secteur manufacturier. Maintenant, au niveau de ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'investisseurs, c'est-à-dire de savoir est-ce que le gros ralentissement manufacturier qu'on observe en ce moment est juste un détail, un petit 11% de l'économie, ou au contraire un signe annonciateur d'une récession plus globale. Il faut voir que même s'il est minoritaire, le secteur manufacturier est un prédicteur bien meilleur que le reste de l'activité, notamment les services, quant à l'arrivée d'une récession ou non. C'est assez logique. Si vous commencez à être en difficulté ou à avoir simplement votre confiance dans l'avenir un petit peu réduite, vous allez d'abord repousser vos projets d'achat, les décaler à plus tard. Bon, par exemple, si vous vous projetez d'acheter une voiture et que vous êtes peu confiant dans l'avenir, vous allez remettre ce projet à dans quelques années. Par contre, vous allez toujours consommer les services qui vont autour. Vous aurez toujours besoin d'une assurance, vous aurez toujours besoin d'essence, vous aurez toujours besoin de temps en temps de prendre des taxis ou d'utiliser des services de livraison à domicile, etc. Donc ces services, dans un premier temps, sont peu impactés alors que l'activité manufacturière l'est beaucoup plus rapidement. Lorsqu'on voit ce graphique, production industrielle aux États-Unis, donc l'indicateur NICS, vous voyez que très souvent, lorsqu'il passe en dessous de la barre des 50, on a une récession qui suit assez rapidement. Il y a eu quelques faux signaux. On a eu un gros faux signal ici en 2015. Mais quasiment tout le reste du temps, cet indicateur délivre quand même des signaux assez corrects. Lorsque, en plus, il est accompagné, comme c'est le cas en ce moment, d'une inversion de la courbe des taux et d'autres signaux d'alerte de récession, à ce moment-là, il faut quand même prendre le gros ralentissement manufacturier qu'on observe en ce moment comme un signal d'alerte assez puissant. Un dernier argument que j'entends aussi sur la conjoncture actuelle est de dire qu'on a beaucoup trop de discours sur l'arrivée d'une récession, de discours pessimistes, de peur ambiante pour qu'un vrai marché baissier puisse se déclencher. Alors là, je vous répondrai, dans la vie, il vaut mieux juger les gens sur leurs actes que sur ce qu'ils disent. Et ça fonctionne évidemment aussi bien pour la vie générale que pour les marchés. Alors, si on a pas mal de discours, effectivement, sur la récession, on en a plus qu'avant qui sortent dans la presse en ce moment. Le comportement des investisseurs montre qu'ils ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'ils disent et qu'ils ne croient pas dans l'arrivée d'une récession. Vous avez là le graphique du Wilshire 5000, donc l'indice de capitalisation des valeurs américaines au sens le plus large. Et on est en ce moment à juste 3% en dessous des plus hauts historiques, malgré la petite correction qu'on a eue au début du mois d'août. Ça n'est absolument pas le comportement qu'auraient vraiment des investisseurs s'ils craignaient l'arrivée d'une récession dans les mois ou les trimestres qui viennent. S'il y avait de vraies craintes, aujourd'hui on serait déjà à 20-30% plus bas que le cours actuel. On serait peut-être à ce niveau-là aux alentours de 21-22 000, mais on ne serait certainement pas à ce niveau tout près des plus hauts historiques. Même sur la zone euro où le ralentissement est plus marqué, plus sensible qu'aux États-Unis, vous voyez ici le graphique de l'Eurostoxx 50, là aussi on reste assez près des plus hauts historiques. On a une petite correction en août, mais globalement on reste quand même au niveau des plus hauts des 5-6 dernières années. Et là aussi je ne vois pas du tout de peur des investisseurs dans ce graphique. Voilà pourquoi je pense qu'il faut vraiment prendre le retournement de conjoncture manufacturière qu'on observe depuis environ un an aux États-Unis, d'abord en Europe, puis aux États-Unis, très au sérieux comme vrai signal d'alerte complémentaire de récession qui serait sur le point d'arriver, en tout cas dans les mois ou les 2-3 prochains trimestres au plus tard.
On est dans un contexte où ce qui fait principalement tenir les marchés aujourd'hui, ce sont les buybacks de sociétés américaines, c'est-à-dire les sociétés qui rachètent leurs propres actions. On a des mouvements massifs à ce niveau, hein, c'est de l'ordre de 1000 milliards de dollars par an. Enfin, on attend un chiffre de 940 milliards de dollars en 2019. Et pour faire cela, les sociétés actuellement sont en train de dépenser plus d'argent qu'il n'en rentre sous forme de cash flow. Donc ce n'est pas une tendance qui est soutenable évidemment sur le long terme. Voilà pour ce commentaire sur le retournement de la conjoncture manufacturière en cours et les raisons pour lesquelles je pense que les baissiers ont pas mal d'arguments à faire valoir quand même dans le contexte actuel. En tout cas, au niveau de mon PEA, en ce moment, je suis la situation très attentivement et me tiens prêt donc à pouvoir tirer profit du prochain retournement de marché qui pourrait avoir lieu, un retournement de tendance baissière, et à ce moment-là passer dans une stratégie de trading baissier si les conditions se mettent en place comme je l'attends assez rapidement pour cela.